En juillet 1996, un explorateur chevronné marchait dans une montagne d'un parc naturel en Californie. Alors qu'il avançait tranquillement, quelque chose attira son regard. Une petite ouverture entre deux rochers, un trou si profond qu'il était impossible d'en voir le fond. Guidé par sa curiosité d'aventurier, il décida de descendre. Mais ce qui devait être une simple exploration se transforma rapidement en cauchemar. La même curiosité qui l'avait poussé jusque-là allait bientôt mettre sa vie en danger. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé là-dessous? Et surtout, est-ce qu'il en est ressorti vivant? Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette histoire. L'explorateur dont je parlais s'appelait Sam Mayer. Il avait 24 ans. Ce jour-là, il s'était arrêté devant ce qui semblait être une formation rocheuse comme une autre, près de Hidden Falls, dans le parc national de Yosemite. Cette région est connue pour ses paysages spectaculaires. La vallée de Yosemite s'est formée il y a environ 1 million d'années, lorsque d'immenses glaciers ont glissé depuis les montagnes, creusant des vallées en forme de U qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Fait intéressant, presque tout le parc est classé zone sauvage, un refuge pour plus de 400 espèces d'animaux et de plantes. Sam se trouvait au milieu de blocs de granit énormes, polis par le temps, qui formaient une sorte d'ouverture naturelle vers les profondeurs. Ce qu'il ignorait, c'est que ce trou apparemment inoffensif cachait en réalité un piège mortel. Et pourtant, Sam n'était pas un amateur du dimanche. Il avait déjà des années d'expérience dans l'escalade en Californie, connaissait les terrains accidentés et comprenait bien les dangers liés à ce genre d'aventure. Mais cet après-midi chaud de juillet, une simple erreur allait tout changer. Une erreur bête, presque inimaginable pour quelqu'un d'aussi expérimenté. Et tu vas vite comprendre pourquoi. L'ouverture entre les rochers semblait l'appeler, comme si elle l'invitait à s'approcher. Vue d'en haut, elle n'avait pas l'air très profonde, peut-être 6 à 9 mètres tout au plus. Sam avait pris une corde et le matériel de base pour descendre. Il avait aussi l'expérience. Mais il avait oublié un détail crucial. Il n'avait rien prévu pour remonter. Pas de nœud d'ascension, pas de plan B et surtout pas de bloqueur mécanique, ce qu'on appelle ici un bloqueur jumard. Pour ceux qui ne connaissent pas, un bloqueur est un petit appareil qui s'accroche à la corde et qui permet de grimper sans redescendre à chaque mouvement. C'est une sorte de griffe qui se verrouille automatiquement, rendant la remontée stable et beaucoup plus sûre, même dans des passages verticaux étroits où il est impossible de s'appuyer sur les mains ou les pieds. Tous les alpinistes expérimentés en ont un parce qu'ils peuvent littéralement sauver une vie. Sans ce matériel, remonter une fente comme celle-là, c'est un peu comme essayer de grimper un câble lisse suspendu dans le vide. Chaque mouvement devient épuisant, dangereux et la moindre erreur peut être fatale. C'est précisément ce manque d'équipement qui allait transformer l'aventure de Sam en une situation désespérée. Il attacha la corde à un gros rocher et commença la descente. Les 15 premiers mètres se passèrent sans souci, juste de la pierre et un peu d'ombre. Mais plus il descendait, plus l'espace se resserrait et la lumière du dessus disparaissait. Ce qui ressemblait à une petite cavité se révélait être bien plus profond que prévu. Arrivé à environ 20 mètres, il pensa un instant à s'arrêter. Il pouvait déjà sentir que le trou descendait bien plus bas qu'il l'avait cru. Mais sa curiosité et sa confiance prirent le dessus. Il continue à descendre dans l'obscurité. À 30 mètres de profondeur, la fissure était si étroite qu'il pouvait toucher les deux parois à la fois. Malgré ça, il était convaincu d'être presque au fond. Pourtant, à 38 mètres, au lieu de toucher le sol, il tomba directement dans une eau glaciale, probablement emprisonné là depuis des décennies. Le choc fut brutal comme plonger dans un bain de glace, une douleur instantanée qui traverse tout le corps. Si tu as déjà mis la main dans un ruisseau de montagne en plein hiver, tu sais exactement cette sensation. C'est à ce moment-là que l'erreur de Sam commença à lui coûter cher. Il était maintenant coincé, suspendu, juste au-dessus de l'eau glacée, sans aucun espace pour bouger sans risquer d'y retomber. Chaque tentative pour se stabiliser ne faisait que l'éclabousser un peu plus. C'est à ce moment-là que la réalité s'est imposée. Il se trouvait à près de 40 mètres, sous la surface, entouré de parois de granit, lisses, suspendues au-dessus d'une eau gelée, sans aucune issue. La corde disparaissait dans un trou sombre tout en haut, hors de portée sans l'équipement approprié. L'eau devait être autour de 5 degrés, peut-être même un peu moins. Être piégé au fond d'une crevasse comme celle-là, sans moyen de se sécher ou de se réchauffer, représentait un danger immédiat d'hypothermie. L'hypothermie se produit quand le corps perd sa chaleur plus vite qu'il ne peut en produire.
faisant chuter la température interne à un niveau critique. Au début, le corps réagit en tremblant de manière incontrôlable, les muscles se contractant pour créer de la chaleur. Mais cette réaction épuise très vite les réserves d'énergie. Puis, quand la température continue de baisser, les tremblements cessent. Pas parce que la personne s'est réchauffée, mais parce que son corps n'a tout simplement plus la force de lutter. Sam tente tout ce qu'il pouvait. Il essaya de remonter à la corde uniquement avec ses mains, mais ses bras lâchaient au bout de quelques secondes et il retombait dans l'eau glacée. Il tenta de s'appuyer sur les parois pour se propulser, mais le granit était trop lisse, sans la moindre prise. Chaque glissade le renvoyait brutalement dans la flaque gelée. Il tente même la technique dite de la cheminée, en se coinçant entre les deux parois pour grimper centimètre par centimètre, mais les parois humides le faisaient glisser à chaque mouvement. Pendant les premières minutes, il réussit encore à se maintenir hors de l'eau. Mais au fur et à mesure que ses forces diminuaient et que ses mains devenaient glissantes et insensibles, il se retrouvait de plus en plus longtemps dans cette eau glaciale. La chaleur de son corps s'échappait vite, aspirée par la roche froide et par l'eau. Ce qui avait commencé comme une simple exploration était maintenant une véritable course contre le temps. Et malheureusement, le temps gagnait du terrain. Au début, Sam devait sentir ce froid tranchant qui pénètre jusqu'aux os, tremblant sans arrêt. Son corps essayait encore de produire de la chaleur, mais trembler dans une eau à quelques degrés tout en luttant pour ne pas couler, c'était une dépense d'énergie insoutenable. Peu à peu, son esprit se troubla, ses mouvements devinrent imprécis et les gestes les plus simples devinrent impossibles. Même s'il avait voulu improviser des nœuds pour remonter à la corde, ses doigts raides et engourdis n'aurait jamais pu en faire un seul. Le plus tragique, c'est que son absence ne suscita pas immédiatement d'inquiétude. Ceux qui explorent seuls disparaissent souvent plusieurs jours sans prévenir, et la vastitude de Yosemite fait disparaître bien des gens. Ce n'est que lorsque ses amis réalisèrent qu'il ne donnait vraiment plus signe de vie que les gardes du parc commencèrent à fouiller la zone. Mais pour retrouver Sam, il fallait que quelqu'un remarque exactement la même faille qui avait éveillé sa curiosité. De la surface, rien n'indiquait ce qui se passait en dessous. Aucun cri ne remontait, aucune trace de lutte. Après plusieurs jours de recherche, les gardes finirent par localiser la formation rocheuse. Ils avaient presque manqué la fente étroite entre les blocs, mais l'un d'eux remarqua la corde encore accrochée tout en haut. En éclairant le gouffre d'une trentaine de mètres avec de puissantes lampes, ils aperçurent, tout au fond, quelque chose qui flottait dans l'eau sombre. Un sauveteur spécialisé descendit aussitôt dans l'étroit passage, cette fois équipé de tout le matériel nécessaire pour remonter. Reprenant le même chemin mortel que Sam avait emprunté, il atteignit le fond et découvrit le corps flottant dans l'eau glacée, confirmant ainsi le pire. Sortir le corps de là fut un travail long et difficile. L'équipe dut installer plusieurs points d'ancrage sur les blocs de granit et utiliser des poulies et des treuils pour remonter lentement le sauveteur et la dépouille à travers l'ouverture. Toute l'opération prit des heures. Ce qui avait pris à Sam seulement quelques minutes pour descendre nécessita un effort immense de toute une équipe pour remonter. Et le plus triste, c'est que cela prouvait à quel point il lui aurait été impossible de s'en sortir seul. Sam mourut à moins de 50 mètres des sentiers où des touristes passaient chaque jour, admirant la beauté du parc. Au-dessus de lui, des familles prenaient des photos et des enfants jouaient, sans savoir ce qui se trouvait juste sous leurs pieds. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous aimerez sûrement celle qui s'affiche maintenant à l'écran. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.